Bonjour et bienvenue à Vauban au chalet. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Ghislain Demers, vice-président vente, marketing et R&D chez Humano Médical. Bonjour Ghislain. Salut Hugues, Ça va bien? ça va super bien, merci toi. Ça va bien. Merci d'être avec nous autres Ah, ça fait plaisir. à Vauban au chalet. On est là pour jaser de plein de, je dirais, facettes de ce que vous avez fait en transfo numérique. Puis, je te dirais, juste pour introduire comme il faut, en tout cas, Humano Médical est connu au Québec, mais si tu peux nous faire un petit wrap-up de, même s'il y a eu une croissance de fou que peut-être beaucoup de monde connaissent, là, ça fait quoi Humano Médical, Ghislain? Ouais, une petite histoire peut-être du Humano Médical. On a parti la compagnie en 2012. Moi, quatre autres personnes et trois autres personnes, on a acheté une entreprise, un gros bâtiment. Pour faire une histoire courte, c'était une multinationale qui a décidé de déménager au Mexique. Et on voulait pas que 300 et personnes perdent leur job. On dit, il faut repartir ça. Il ne faut pas perdre la connaissance qu'on avait dans la fabrication de lits d'hôpitaux. OK. C'est-à-dire, en 2012, 4 juin 2012, on partait les opérations avec un petit contrat, etc. Et dès la première journée, on s'est dit qu'il faut vraiment investir beaucoup en recherche et développement, parce que c'est la seule manière de faire pour se démarquer et avoir une bonne croissance. Aujourd'hui, Humano Médical, on est 300 employés, usine à Lillet et une grosse place d'affaires qui est à Lévis, une centaine de personnes. La grosse majorité, c'est de la recherche et développement qui est à Lévis. On vend au Québec, bien sûr, comme tu viens de mentionner, partout au Canada, partout aux États-Unis, au Brésil, au UK, en Irlande et en Australie. Wow. Croissance dans les 5 dernières années de fou, hein, je pense 40 à 50 Oui, croissance de fou dans les dernières années par le développement de nos nouveaux produits, par le développement commercial aussi dans différents pays. On vise une croissance minimale de 30 par année dans les prochaines années. Là. OK. Fait que c'est pas petit. C'est pas petit. Et encore là, cette croissance-là est axée beaucoup sur l'innovation qu'on va emmener pour être capable de se différencier par rapport à nos compétiteurs existants. OK. Puis il y a 2 ans, vous avez enclenché ce qu'on appelle aujourd'hui, puis qui est largement dans les médias ou dans le monde des affaires, votre transformation numérique. C'est bien ça? Absolument, oui. On a commencé. C'est vraiment venu d'un plan stratégique pour nous autres, en se disant les lits d'hôpitaux comme on les connaît depuis les 50 dernières années, c'est-à-dire qu'ils montent avec les semis qui bougent, clairement, c'est révolu ce temps-là. Les lits d'hôpitaux, c'est comme tout autre objet qu'on connaît dans notre maison, mais de plus en plus deviennent connectés. Et si on veut être encore là dans 10 ans, ben c'est un virage qui est obligatoire pour nous. Là. Votre vision, c'est d'intégrer de plus en plus de technologie dans ce qui était votre cœur d'affaires, c'était du génie mécanique, c'était fabriquer des lits en acier, en plastique, tout ça. Là. Mais là, c'est d'intégrer de plus en plus de techno dans ce qui était du connu, voire une expertise claire et nette pour vous autres. Donc, vous arriviez dans de l'inconnu un peu. Là. Ah, ouais, totalement inconnu. Notre plan stratégique n'est pas juste d'amener de la techno, c'est de résoudre des problèmes qui existent dans le marché. On entend les nouvelles qu'il y a une pénurie d'infirmières. Puis ça, cette pénurie-là est pas mal assez nord-américaine, autant aux États-Unis qu'au Canada, qu'une pénurie d'infirmières. À cette heure, qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie pour vraiment régler des problèmes de manière concrète? Là? C'est que oui, on s'est vraiment lancé là-dedans il y a 2 ans, sans savoir comment le faire réellement. Ou du moins en pensant le savoir, mais après réflexion, on ne le savait pas vraiment. Là. C'est un peu là qu'on est arrivé dans l'équation. Vraiment. On est venu challenger votre plan, en fait, là, ce qui était votre plan de transfo numérique. Vous êtes arrivé dans un moment quand les projets n'avançaient pas comme on voulait, quand on se cherchait, en se disant, on avait passé le moment qu'on pensait qu'on savait, on était rendu qu'on savait qu'on ne savait pas. Là. Et là, on a fait affaire avec Vauban pour vraiment nous aider à partir correctement cette stratégie-là numérique. On va dire stratégie numérique
axé plus sur la recherche et le développement, là. Ouais. Pas nécessairement sur l'ensemble de humano-médical, mais on va dire sur le développement de nouveaux produits, là. C'était quoi une des premières surprises là, que tu as constatées ou que tu as eues? Il y en a eu plusieurs. Comme tu mentionnais tantôt, le génie mécanique est assez concret. Quand tu prends une plaque de métal et que tu la plies, c'est assez concret. Quand tu parles avec les gens, tu te comprends assez bien. Tu es capable de faire griffonner de quoi sur un papier, puis tu te comprends assez bien. Dans le software, on pensait que ça allait être à peu près pareil. C'est-à-dire, on va y aller par itération. Puis même si c'est pas trop défini, on va avancer. Je pensais que ça allait être ça. Ouais. Ou du moins, le gros, on pensait que ça allait être ça. Finalement, c'est pas ça du tout, là. Définir les projets numériques, ça demande un temps beaucoup plus grand qu'on avait pensé, là. Ouais. Fait que s'asseoir, prendre le temps de bien parler avec les gens, puis de bien définir les projets. Parce que la langue, quand tu parles avec les gens, les personnes, si tu es 10 autour de la table, tu ne comprends pas toute la même affaire, même si on parle tous le même français, on vient tous de la même place, etc. Fait que ça a été une grande surprise de savoir que quand je parlais avec quelqu'un puis j'expliquais mon point de vue, mais il ne comprenait pas, il y avait un filtre dans son cerveau. Puis moi, j'avais un filtre quand la personne me parlait aussi. Donc, bien définir les projets, ça a été un des éléments que on ne voyait pas ça aussi grand que ça dans l'initiative comme telle. Ouais. L'autre élément, c'était de vraiment... Il y a différentes technologies, il y a beaucoup de technologies. Ouais. Tu vas parler avec un programmeur, il va être un expert en technologie X. Tu vas parler avec un autre programmeur, il va être un expert en technologie Y. Est-ce que les deux font l'affaire? Peut-être. Peut-être que non. Et nous, vu que nos connaissances étaient beaucoup plus génie mécanique, comme on mentionnait tantôt, mais c'était du chinois, là. Quand il nous parlait d'un style de programmation, on ne comprenait pas trop ce que les gens voulaient nous dire. On partait vraiment assez néophyte de ce côté-là. Fait que diversité, tu nommais tantôt, diversité des ressources, non seulement des technos, comme tu le dis là, mais il y a quand même un amalgame assez fou. Hein, oui, vraiment. L'autre surprise, si on parle de d'autres surprises, moi ou notre groupe, on pensait, tu veux faire du software, etc. C'est assez simple. Tu engages un programmeur, tu lui expliques ce que tu veux et le programmeur va pondre ce que tu as besoin, mais finalement, c'est pas ça que ça prend, là. Ça prend vraiment une grosse équipe qui est structurée, avec différents rôles, etc. Nous, on ne l'avait pas vu comme ça au début, mais en parlant avec Vauban, en lisant et en parlant avec d'autres personnes aussi, on a vraiment compris que finalement, c'est une initiative, ça prend une équipe complète pour vraiment arriver à nos fins, là. Puis partant de votre expérience, de ton expérience, as-tu l'impression que les entreprises en général, ils ont une bonne compréhension de ce que ça implique puis de ce que c'est une transfo numérique ou non, ta perception? Je pourrais dire, si humano-médical fait partie de la moyenne, je dirais non. Vraiment pas. Les entreprises en général vont comprendre les brides de ça, mais ils ne comprendront pas l'ensemble de l'œuvre. Je pense que très peu d'entreprises vont mettre cette transformation numérique-là dans un cadre d'une stratégie d'entreprise. C'est pour ça que tu pourrais arriver à avoir des directeurs de département plus forts que l'entreprise, auxquels il pourrait avoir des petites initiatives, mais vraiment dire une stratégie qui fait partie du plan stratégique de l'organisation top-down. À ma connaissance, il y en a quand même peu. Il y en a, mais il y en a quand même peu qui comprennent et qui font cette transformation numérique-là. Puis faire du pouce sur ce que tu disais tantôt, ce qu'on a fait ensemble, c'est un peu ça, c'est de reprendre ce que vous aviez comme, je veux dire, prémisse de départ sur votre transfo numérique, puis on a fait ce qu'on fait, comme tu sais, avec tous nos clients. Là. On a remis ça à plat et on est venu challenger avec une approche à nous de problem framing, comme on l'appelle. Puis on est venu faire ce que tu as nommé au tout début. On est venu dire, OK, fine, mais là, vous voulez régler quel problème? J'entends là, la techno XYZ qui a l'air flyée puis qui a l'air hot, mais vous voulez régler quel problème? Puis ça, je pense que c'est un exercice qui a été trippant pour toi et pour tes équipes. C'était finalement de se questionner sur, OK, je suis vraiment en train de servir ma business ou non, tu sais? Ouais, bien, souvent, être entrepreneur, tu es à 10 000 pieds en disant que tu as une vision, en disant nous,
on veut faire une transformation numérique pour différentes raisons. Ça peut être parce que nous, on est en vente en capital, quand il y a des récessions, les ventes d'essence, si tu veux avoir des revenus récurrents, avec des logiciels, ça peut aider, tu as des revenus par mois, etc. On est parti de cette prémisse-là, tout en ayant aussi en vision, on veut vraiment servir nos clients, etc. On était très haut. Mais avec Vouban, ça nous a permis de le descendre puis de le plancher. Ouais. Exactement, c'est quoi? C'est beau dire, je veux aider les infirmières, je veux aider les biomèdes dans les hôpitaux. Mais comment le faire de manière concrète, là? Nous, on était plus à l'étape, OK, oui, mais on va avoir un petit software, on va pouvoir voir le lit où dans l'hôpital, on va pouvoir voir le lit, est-ce qu'il y a besoin de maintenance? Oui, OK, oui. Mais comment? Leur descendre encore plus? Puis ça a été vraiment un réveil collectif, là. Ouais. Vraiment. Comment le faire, combien le camper, etc. Puis aujourd'hui, on a réellement une stratégie. Comment la faire, étape par étape, pour y arriver finalement. Bien, le côté étape par étape, tu le soulignes, puis comme tu le sais, mais il est hyper important, mais tu sais, pour le bénéfice de ceux qui écoutent, le volet itératif et de ne pas tenter, ce que moi j'appelle toujours, de ne pas tenter d'avoir une boule de cristal pour savoir dans 3 ans, 4 ans, même certains nous arrivent 5 ans, on prévoit intégrer, implanter ça. Ça a été un peu un reality check aussi. C'est-à-dire, faisons step 1, donc itération après itération, tu construis ton projet plutôt que de tenter de planifier trop loin. Clairement, ah ouais, clairement. Là. Nous, on voulait faire le home run, etc. Ouais. Puis finalement, non, c'est trop lourd, trop compliqué, puis trop risqué aussi pour l'organisation. Ben oui. Parce que si tu rates ta cible, c'est comme méchant coût, méchante dépense pour rien. Là. L'élément aussi qui est différent pour nous autres, c'est la commercialisation. Tantôt, tu parlais, là, qu'est-ce qui était surprenant, mais présenter un logiciel, puis présenter un lit dans une chambre, que les gens peuvent le toucher, etc. Ça aussi, c'est différent. Là. Ouais. On est encore là-dedans en ce moment, mais c'est un reality check. Là. Il y a tout notre modèle commercial aussi qui doit évoluer. Qui doit vraiment évoluer dans ce sens-là. Là. Oui, vous êtes confrontés aux mêmes défis qu'on est confrontés où les entreprises, tu sais, les gens ont un grand confort à acheter quelque chose de tangible. Comme tu le dis, ils touchent le lit, puis ils savent ce qu'ils achètent. Là, tu te dis, bien là, vous achetez un lit, puis vous achetez un logiciel qui, Dieu sait, est intangible, justement. Là. Fait que ce challenge-là, on le connaît bien, mais c'est sûr que ça rentre de plus en plus dans l'équation de tout ce qui est objet connecté, donc ce que vous êtes en train de faire. Puis, bien, vous êtes en train de bien l'attaquer, de bien le nailer, comme je viens de dire. C'est en plein ça. De toute façon. C'est en plein ça. Et l'autre élément, bien, les lits d'hôpitaux, ça existe depuis des centaines d'années et des centaines d'années. Là, on est plus dans le Blue Ocean, quelque chose qui est nouveau, quelque chose que tu testes le marché avec ça. C'est pour ça que le fait d'y aller par itération, d'aller voir le terrain, de dire que je vais vous offrir une petite application, un petit module, pas trop cher, aimez-vous ça? Oui, on aime ça, c'est correct. Puis là, tu es capable de builder là-dessus, puis tu réduis ton risque pour l'organisation. Encore une fois, les hôpitaux, on ne peut pas aller plus vite qu'ils sont capables d'en prendre. Il faut être capable d'y aller petit à petit et prouver que c'est efficace et que c'est rentable pour eux autres d'investir là-dedans. Là. Puis on en a un peu parlé, mais le trip technologique, parle-moi de comment tu l'as reçu, là, cette notion que tu sais que j'affectionne, là, de ne pas tomber dans le piège du trip technologique. Là. Clairement. C'est définitivement un piège. Ouais. Puis nous autres inclus, là, souvent, tu vas connaître une technologie, puis tu vas dire, j'ai la technologie X que je connais, puis je connais très bien. Quel problème que je peux régler avec cette technologie-là? Là? Puis avec vous autres, on l'a fait d'une manière différente, c'est-à-dire camper comme il faut le problème, comprendre parfaitement la problématique, et ensuite de tout ça, voir l'ensemble des technologies qui existent. Puis dans cet ensemble-là, bien, quelle technologie qui est la plus simple pour répondre aux besoins qu'on a, là. Ouais. Et non le contraire. Et non prendre la technologie puis dire quel problème que je peux résoudre. Bien, généralement, cette technologie, c'est pas la moins coûteuse, c'est pas la meilleure adaptée, c'est juste la seule que tu connais. Ouais. Donc, avec vous, ce qu'on a fait,
Ça a été vraiment bien comprendre le problème, puis après ça, ensemble, en équipe, comprendre comment on peut faire pour le résoudre. Puis ça a été merveilleux. Là. Ça a été vraiment bien de ce côté-là. Là. C'est révélateur, en tout cas. Vraiment révélateur. Tantôt, on l'a aussi, tu l'as un peu abordé, mais quand tu parlais des différentes façons de parler des technos que tes équipes avaient, dans des termes encore là un peu puristes techno, mais on parle de littératie numérique. Là. Donc, qui veut dire qu'on espère avoir des gens qui vont avoir une connaissance minimum et similaire pour justement échanger et utiliser soit le même vocabulaire en partie et au moins avoir cette fameuse compréhension commune de « je parle d'intelligence artificielle ». OK, bien, je comprends où tu veux aller avec ça, puis potentiellement, en équipe, sont capables de tirer des conclusions qui vont aussi orienter vers de bonnes idées. Ça c'est quelque chose qui a aussi été mis en lumière là, dans l'exercice. Là. Vraiment, ouais, on s'est vraiment rendu compte, comme je mentionnais un peu plus tôt, que les mots ne signifiaient pas la même chose pour chacun des individus dans la salle. C'est-à-dire que tu as beau communiquer une journée de temps, si tu n'as pas la même définition des mots, à la fin de la journée, tu n'arrives pas au même résultat. Fait que dans le cadre des sprints, design sprints qu'on a fait, on a pu avoir la chance de développer là-dessus, mieux définir les mots, puis s'assurer qu'on comprenne parfaitement de quoi qu'on parle exactement. Là. Fait que là, aujourd'hui, l'équipe est beaucoup plus... Sans dire qu'on est au même niveau tout le monde, il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés, mais au moins, l'équipe, on a un minimum. Ou quelqu'un qu'on se parle, on fait un brainstorming, on fait un design sprint, on se comprend. Ouais. Avant, on se comprenait juste pas. Là. Les mots d'intelligence artificielle, le big data, on les avait entendus dans les médias, etc. Mais c'est quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Ouais. On avait toute une définition qui était différente. Là. Puis, peut-être juste pour revenir sur non seulement tout ce que tu as traversé au travers des différents ateliers, mais si tu avais un conseil ou quelques conseils à donner à des entreprises là, qui se lancent dans la transformation numérique de leur business, tu leur dis quoi? Bien, la première affaire que je dirais, c'est que c'est pas anodin. C'est une initiative qui est stratégique. Fait que, assurez-vous que le board, que les têtes dirigeantes de l'organisation sont au fait de ça. C'est pas anodin. C'est-à-dire, ça va prendre des ressources, ça va prendre de l'argent pour bien amener ça. Ça prend un bon plan stratégique par rapport à ça. Là. Ouais. Bien s'entourer. S'entourer des bonnes personnes dans l'organisation. S'entourer de bons partenaires, surtout. Parce que sans ça, tu risques de brûler du temps, brûler de l'argent et avoir un résultat qui est moyen. C'est comme n'importe quel business. C'est simple et compliqué en même temps. C'est qu'un coup que tu as compris la recette, un coup que tu as compris quel type de personne que tu as besoin de ton organisation pour être capable de le faire, c'est correct. Là. Les autres, ils connaissent ça, puis tu es en business. Mais si aujourd'hui, tu pars et tu n'as pas le bon type de personne, et tu es mal encadré, tu es mal supporté, ton projet, malheureusement, est voué à l'échec. Puis ça va te recommencer dans quelques années. Là. Parce que c'est ça. Ça prend, il faut être bien entouré. Là. Puis, dans le même angle, là, mais si je le retourne de bord, c'est quoi les plus grands risques, d'après toi, pour les entreprises, autant chez vous que pour les entreprises, de ne pas embarquer dans la ride? Là? Il y a deux volets. Là, de ne pas embarquer dans le virage numérique aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'à court terme, il n'y aura pas d'effet. Okay. À moyen terme, l'entreprise risque de disparaître, tout simplement. Ouais. C'est un virage mondial qui se fait de ce côté-là. On le voit, là, regardez dans votre maison, tous les objets qui sont connectés. Là. On a la misère à en trouver un qui n'est pas connecté. C'est vraiment le virage qui se passe actuellement. Si on parle d'objets en ce moment, mais on pourrait parler aussi de la manière de faire de la business, de la manière de vendre. Ouais. Dans 10 ans, j'ai un feeling, 90%, 95% de la business va se faire via Internet. C'est le virage auquel on est dedans en ce moment. On est en pleine pandémie. Et on a vu les ventes d'Amazon monter, les ventes en ligne monter.
Mais ça, c'est le virage numérique aussi, là. Même chose pour les objets connectés, là. Ouais. Même type. L'autre virage, l'autre élément qui est très important, c'est le volet commercial. S'assurer que la solution que les entreprises amènent est vraiment grondée par rapport à ce que le client veut. Puis ça, c'est pas évident parce que dans bien des cas, on est dans le blue ocean. Les gens, même le client, ne sait pas encore ce qu'il va vouloir dans 5 ans. Donc, le défi des organisations aujourd'hui, c'est d'extrapoler puis d'avoir de l'empathie, se mettre à la place du client en disant ça va être quoi dans 5 ans Projeté, ouais. avec les technologies qui existent aujourd'hui, là. Ouais. Puis ça, c'est un méga challenge. C'est vraiment pas évident parce que tu n'es pas dans le business as usual. Tu es en pleine transformation aujourd'hui. Puis elle a commencé cette transformation-là et même accélérée avec tout ce qu'on vit, aujourd'hui, là. Puis parle-moi d'un truc qu'on vit, puis que je sais que chez vous, ça a été aussi un challenge, ou en tout cas, clairement, vous en avez jasé, puis toi, en tant que VP R&D, dans des shops où on construit un manufacturier, on va dire assez traditionnel, puis je vais même parler de manufacturier très traditionnel. Tu as acheté une machine, c'est un peu ce que je disais tantôt, tu achètes quelque chose de tangible. Mais là, on rentre on vient brasser ces paradigmes-là parce qu'on dit, vous voulez innover technologiquement, vous allez investir donc dans des technos et donc dans de l'intangible, incluant du software, de l'intelligence artificielle, peu importe les technos. Et à chaque année, toi, en tant que VP R&D, tu dis, ben là, on arrête d'investir dans des nouvelles patentes qui sont des nouvelles belles innovations mécaniques et on met de l'argent de ton budget R&D dans du software versus, puis c'est comme je te dis, dans des business où je pourrais acheter une presse de plus puis j'augmenterais ma productivité. On dit non, allez plutôt optimiser vos presses actuelles avec un software qui va faire votre assurance qualité automatique avec un petit algorithme d'AI. Fait que tu sais, cette dichotomie-là entre j'ai investi mon argent où pour faire ma transformation numérique est quand même réelle et capotée, là. Elle est vraiment réelle et capotée. Puis on rentre, c'est ça, dans l'intangible. C'est ça qui n'est pas évident. Acheter un équipement physique et tu le places, puis tu dis, ben cette machine-là va faire X nombre de pièces. Il y a zéro risque, tu sais qu'elle va le faire. Mais elle prend de l'espace, elle prend des employés, puis on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, etc. Fait que finalement, c'est un cercle vicieux, là. Tu fais juste racheter des machines, ben, tu rentres dans le cercle vicieux de pénurie de main-d'œuvre. Fait que la seule manière d'y arriver, c'est de prendre un petit risque, calculer, bien s'entourer de monde, maximiser les ressources que tu as déjà, c'est-à-dire l'humain que tu as déjà et les équipements que tu as déjà, avec soit l'intelligence artificielle, soit de l'automatisation, de la robotisation, etc. là. Ouais. C'est vraiment là qu'on s'en va, on n'a pas le choix, là. C'est là que ça va jouer. C'est là que ça va jouer entre les gagnants et ceux qui ont plus de difficultés dans les prochaines années, je pense. Puis à la citation que j'aime beaucoup, qui dit « L'innovation technologique en continu ou rien », c'est un peu ce que tu disais. Ah oui, c'est vraiment ça. Faut pas attendre le coup de circuit avant de faire le premier pas, là. J'aime bien ça dire aux gens, là, la bonne manière d'apprendre à faire du vélo, là, c'est t'embarques sur ton vélo puis tu pédales. C'est la manière que tu apprends. Au début, tes parents te soutiennent et à un moment donné, tu es capable de faire du vélo seul. Bien, c'est un peu ce que je disais tantôt, être supporté par des partenaires qui connaissent ça, etc., mais c'est ceux qui te soutiennent à faire du vélo. Et à un moment donné, tu t'en vas et tu fais des gains. Petit à petit, tu fais des gains, tu as un payback, etc., puis tu avances, puis à un moment donné, bien, tu vas faire des gros gains, puis ça va avoir sauvé ta business et ou l'avoir fait vraiment propulser à l'échelle mondiale. Ghislain, juste pour wrapper puis conclure, en fait, j'aimerais ça que tu me parles d'un sujet qui est toujours abordé dans les organisations qui procèdent à leur transformation numérique, c'est le volet humain. Comment, parce que ça fait peur. Puis tout le monde parle de potentielle perte d'emploi ou de métiers qui vont disparaître, etc. Comment c'est reçu chez vous? Comment ça se passe, votre transformation numérique? Les gens sont-ils réfractaires ou ils embarquent? Oui. Premièrement, M. Mano, l'aspect humain est au cœur de nos valeurs. Prendre soin de nos employés, prendre soin des gens qui utilisent nos produits,
prendre soin de nos fournisseurs, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour Humano Médical. Puis ça me fait toujours rire, là, parce que je me souviens quand j'étais jeune, puis on disait l'informatique. On s'en souvient, l'informatique, là, les ordinateurs, ça allait faire perdre des jobs. Moi, je regarde chez Humano Médical, là, les bureaux sont pleins de monde en avant d'un ordinateur. Là. C'est que ça venait créer des emplois. Ça a pas, personne n'a perdu des jobs. Oui, les jobs sont différents. On comprend. Là. Au Canada au complet, c'est pas comme en 1970, c'est différent. On utilise l'informatique. Là, on s'en va vers une autre ère, vers l'intelligence artificielle, etc. Puis je pense que ça va être un peu la même chose. Et pour s'assurer que les gens comprennent puis adhèrent à ça, bien, nous, chez Humano Médical, ce qu'on fait, c'est qu'on communique super bien avec nos employés, ou du moins le mieux qu'on peut. On essaie de leur expliquer c'est quoi, vers où est-ce qu'on s'en va. Et comme on prend soin de nos gens, mais le fait que les gens se sentent en confiance, se sentent en sécurité chez Humano Médical, je pense que c'est un élément aussi qui aide à cette transformation-là. Ils savent que si on ne va pas de l'avant là-dedans, c'est pas les jobs qu'on va préserver, c'est des jobs qu'on va perdre. Ouais. Parce que Humano Médical ne sera plus aussi concurrentiel que ses concurrents. Puis à la fin de la journée, il risque d'avoir des pertes d'emploi. Par contre, si on fait le virage, puis on le fait bien, mais c'est le contraire. On va créer des emplois valorisants, des emplois stimulants, des emplois bien rémunérés, auxquels les gens vont vraiment être fiers, puis qui vont être contents de travailler pour Humano Médical. Donc, je pense que, pour une histoire courte, mais les gens, je pense qu'ils acceptent bien, puis adhèrent bien à cette transformation numérique-là. Ils embarquent avec vous. Ils embarquent vraiment avec nous autres, oui. Cool. Bien, ça complète. Merci beaucoup, Ghislain. C'était un plaisir de te recevoir autour du feu. Hey, merci, c'était super. Je suis bien content, puis je suis certain que ça va inspirer énormément d'entreprises. Vous avez une super belle histoire, puis la ride est loin d'être finie pour Humano Médical. Fait que je te souhaite que du bon pour la poursuite de ta ride avec Humano. T'es super gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde.